Bonjour, dans ces capsules, nous allons répondre au grand 1 et grand 2 du TP19, TP que je vous ai envoyé, qui est à réfléchir pour ce mardi. Dans cette partie grand 1, nous allons devoir répondre aux questions à l'aide des documents dont j'ai fait le commentaire dans la capsule précédente. Reprenons la question petit a. Il est demandé sur le schéma du document 3 quelle flèche modélise la force exercée par le gaz sur le moteur et quelle flèche modélise la force exercée par le moteur sur le gaz. Si on représente G, centre de gravité de la fusée, il va y avoir une flèche dirigée vers le haut qui va correspondre à la force du gaz sur le moteur, alors qu'une flèche dirigée vers le bas correspond à celle du moteur sur le gaz. En fait, ce schéma illustre ce qu'on appelle le principe des actions réciproques, c'est-à-dire qu'à toute action, il existe une force égale et opposée. Elle porte le nom de troisième loi de Newton. Donc, d'après cette loi, on va voir que la force du gaz sur le moteur correspond pour la fusée à sa force de propulsion. Passons donc à la question petit b. On nous demande de réaliser une série d'expériences. Alors en fait, comme je vous l'indiquais dans la capsule précédente, il s'agit juste de parler d'un protocole qui permettrait effectivement de démontrer l'action de la masse. En fin de compte, on va vite se rendre compte qu'en chargeant la voiture avec de la pâte à modeler par exemple, on va voir que le véhicule va s'arrêter plus rapidement puisque effectivement la propulsion sera moins efficace. Donc si on reprend le cas de la voiture ballon, on a un ballon posé sur une voiture. On comprend alors que le ballon va agir sur le gaz, alors que effectivement le gaz agit sur le ballon et ça va entraîner une force dans ce sens-là, ce qui va permettre au véhicule effectivement d'avancer. Il s'agit d'un simple ballon de baudruche. Pour illustrer ce propos, vous pouvez prendre un ballon à la maison, le gonfler et vous verrez qu'effectivement il va dans la direction inverse où le gaz sort. Cela permet de retrouver effectivement la loi que nous venons de voir dans la question précédente, c'est-à-dire que on a deux forces de même valeur, de même direction, mais de sens opposés. Maintenant, dans cette expérience-là, en fait, on ne tient pas compte de la masse du système. Pour tenir compte de la masse du système, il va falloir qu'on fasse intervenir une autre grandeur qu'on appelle la quantité de mouvement. Cette quantité de mouvement, j'en ai parlé à la fin du chapitre 9. On reprend la définition. Il s'agit de petit p. Attention, ce n'est pas un grand P, qui est le poids, qui est égal à m scalaire v. On voit ici que la masse va intervenir et donc il faut calculer la quantité de mouvement de l'ensemble pour tenir compte de la masse du système. De ce fait, plus la masse du véhicule augmente, et là on comprend bien que moins, elle ira loin. Donc en faisant intervenir la quantité de mouvement, on tient bien compte de la masse. Passons donc au grand 2, où nous allons faire effectivement une interprétation de ce bilan en quantité de mouvement. On nous demande donc de considérer alors j'ai indiqué dans l'énoncé un chariot, mais on peut parler d'un ballon. Donc on va définir en fait un système qui va être donc ce fameux chariot ou la voiture, le ballon, et bien sûr dans le ballon, il y a l'air contenu dans le ballon.
On nous demande ensuite de définir le référentiel. Il sera terrestre supposé galiléen, ce qui va nous permettre d'appliquer toutes les lois. Et nous pourrons passer, donc, question petit a, au bilan des forces. Alors attention, ce sont bien les forces extérieures appliquées au système. Donc dans ces forces extérieures, il n'y en a que deux. Le poids du système, où on va considérer la masse du chariot, grand M, la masse de l'air qui effectivement est petit m. Et nous allons voir l'autre force puisque l'objet est posé sur un support, c'est ce qu'on appelle la réaction du support. On peut considérer que ces deux forces se compensent, donc on a un système qui est pseudo-isolé. C'est-à-dire qu'on sous-entend, je remonte ma feuille, qu'il n'y a pas de frottement. On va considérer pour la question B, et pour pouvoir appliquer le principe de conservation de la quantité de mouvement, deux instants. Au départ, la voiture ne bouge pas. Ce qui veut donc dire que U correspondant à la vitesse à laquelle le gaz est expulsé est égal au vecteur nul, et V, la vitesse à laquelle le véhicule avance, est égal à vecteur nul. Donc, on voit bien le sens des vitesses. Le gaz est expulsé vers l'arrière, alors que la voiture avance vers l'avant. J'ai placé un axe dont j'aurai besoin juste après. Ensuite, on va définir grand M, la masse de la voiture, et petit m, la masse du gaz expulsé. Si on définit la quantité de mouvement du système au départ, on appelle cette quantité de mouvement PI. Il va falloir donc considérer chaque élément du système, c'est-à-dire celle du gaz à l'instant initial, plus celle de la voiture à l'instant initial. On développe en tenant compte des masses. On va donc avoir masse de la voiture plus masse du gaz. Tout ça à la vitesse VI qui correspond à la vitesse du véhicule. Plus, et seul le gaz sort à l'arrière, donc petit m, multiplié par ce qu'on définit comme étant UI, la vitesse du gaz. Bien évidemment, dans ce cas initial, je vous rappelle que UI, qui est égal à VI, est égal à vecteur nul. Donc, si on définit PI, j'ai oublié un I à cet endroit-là, ça donne égal à vecteur nul. Si je projette cette relation sur x', je vais donc obtenir PI égale 0. Passons donc ensuite à l'état qu'on va appeler final, c'est-à-dire en mouvement. On définit alors une vitesse UI qui est bien sûr différente de 0, puisque le gaz sort et donc le véhicule va avancer. On reprend l'expression précédente qu'on définit à l'instant F, donc, avec la masse du véhicule auquel on rajoute la masse du gaz, auquel on rajoute ici la masse du gaz multipliée par la vitesse de propulsion du gaz. Pour arriver à l'expression qui nous est demandé de démontrer, on doit juste rajouter une petite simplification. La masse du véhicule plus la masse du gaz, en fin de compte, reste la masse du véhicule, c'est-à-dire que la quantité de gaz expulsée est très faible, et on va donc la négliger. Une fois qu'elle est négligée,
On peut alors écrire l'expression précédente. J'ai encore oublié un vecteur au-dessus. F est égal à la masse multipliée par VF plus la masse UF. Et on projette sur l'axe horizontal que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce qui donne alors l'expression PF est égal à MVF. Sur l'expression de tout à l'heure, l'axe étant dirigé dans le même sens que la vitesse de la voiture, je vais avoir une masse qui va être positive. Je remonte ma feuille, excusez-moi. Et là, je me trouve avec effectivement un moins UF, puisque le gaz expulsé va dans le sens inverse du sens du mouvement. Si on considère que la quantité de matière, que la quantité de mouvement se conserve, on a alors bien PI qui est égal à PF. Et donc MVF moins petit m UF est égal à 0. Et c'est bien la relation qu'on vous demandait de démontrer. Maintenant, il s'agit de passer à la pratique, c'est-à-dire de retrouver effectivement l'idée d'avoir la vitesse. Alors bien sûr, on va remplacer masse du véhicule par wagonnet rouge, masse de l'air expulsé par wagonnet point vert, et donc il s'agira de retrouver cette relation-là à l'aide de régression. Je vous laisse donc ici pour la fin de cette capsule vidéo. Maintenant, c'est à vous d'exploiter les données sur Regressi pour faire cette démonstration-là avec les données expérimentales. Je vous enverrai un fichier réponse par rapport à ce TP. Merci à tous.